D'où Jésus? Pardon! What? Jerry, you better yell! Show me the money! Show me the What's up tout le monde? C'est ton boy Max. Excusez-moi, mais quelle semaine pour être un agent libre avec restriction, un agent libre avec restriction en devenir ou encore un agent libre sans restriction en devenir. Kirill Kaprizov, 17 millions. Luke Hughes, 9 millions. Jackson Lacombe, 9 millions aussi. Damn! Quand toutes les franchises de la Ligue valent au moins le milliard de dollars et que le plafond salarial fait un bond gargantuesque, ben les salaires, ils vont suivre. Je ne vous cacherai pas que j'ai une petite satisfaction. Pourquoi? Parce qu'au printemps dernier, lorsque je parlais du prochain contrat de Lane Hudson, je recevais des commentaires de gens. Ils n'étaient pas nombreux, mais il y en avait quand même quelques-uns qui disaient des choses du genre oui, le plafond monte, mais ça ne veut pas dire que les joueurs vont faire plus d'argent. Ça va juste donner plus de profondeur aux équipes pour se payer plus de joueurs. Excusez-moi, je ne veux pas manquer de respect. Il y a assez de manque de respect dans le monde du hockey. C'est mal comprendre l'économie de la LNH. Je veux dire, non, dans absolument aucun monde imaginable, d'un point de vue strictement hockey, ça a du sens que Luke Hughes soit le frère Hughes qui fasse le plus d'argent pour la prochaine saison. Non, mais encore moins que Quinn soit celui qui en fasse le moins. C'est comme ça que ça fonctionne. Tu signes en fonction du plafond au moment où tu signes. Quinn va faire complètement sauter la banque. Probablement faire le double de Luke. Le double de Luke, c'est rendu 18. Honnêtement, oui. Quinn Hughes va probablement signer pour 18 millions quand il va prolonger son contrat qui va débuter en 2027-2028. Mais ça, ce sera pour un autre épisode dans de nombreux mois parce que pour le moment, la grande question que tout le monde se pose, et pas juste à Montréal, croyez-moi, partout sur la planète hockey, j'arrête pas de voir des articles là-dessus, même du côté anglophone à Toronto, même du côté américain. Combien donc pour Lane Hudson avec ces contrats-là? Je vous pose la question, la donne a-t-elle réellement changé? Tout juste avant de répondre à la question, salutations distinguées à toi, aventurier de l'Internet. Ça y est, la saison débute. Ben pas là, mais bientôt. Tu vas être certain de ne rien manquer de ce qui s'en vient. Abonne-toi, ça coûte rien, ça prend 0,5 secondes et ça contribue grandement à la croissance de la chaîne, t'en as même pas idée. Peut-on atteindre les 22 500 abonnés avant le dépôt de la rondelle pour le match canadien-Leafs, le premier de la saison? Allez, un dernier petit push, on y arrive. Tu sais quoi faire. Et si tu le fais pas, c'est correct. Mais Nick Cousin s'en vient de donner un coup de hache. Débutons avec le contrat de Jackson Lacombe parce que ça a eu l'effet d'une bombe et ça a semé un peu la panique là, chez les partisans du Canadien. Mais là, pour combien il va signer Hudson dans ce cas? Je veux dire, littéralement, 5 minutes après que la nouvelle soit tombée, je voyais sur mon fil X que Lane Hudson était trending au Canada. Bon, un contrat signé à Anaheim rend Lane Hudson trending au Canada. C'est du génie. Shout-out à la passion des amateurs de hockey et particulièrement des fans du Canadien. Pour ceux qui ne connaissent pas Jackson Lacombe, c'est un choix de deuxième ronde des Ducks en 2019. Vous le voyez là, juste ici, c'est quelques statistiques dans sa carrière de la Ligue nationale de hockey. Donc, choix de deuxième ronde des Ducks en 2019. Il a joué 4 saisons universitaires avec les Golden Gophers du Minnesota avant de connaître une bonne saison recrue en 2023-2024 et de vraiment éclore en 2024-2025. 43 points, mais surtout déjà un défenseur complet qui a joué le 3e plus haut total de minutes dans toute la Ligue à partir du 1er janvier, 6 pieds 2, un bon bonhomme. Je parle en termes de physique, je ne le connais pas personnellement. Je trouve que c'est un bon bonhomme aussi, remarque, là, mais ça, ce sera pour une autre discussion. C'est surprenant comme montant quand tu vois ça apparaître. Même moi, je vais être « Oh, wow! » Mais c'est amplement justifié. D'autant plus que ce contrat-là est beaucoup moins comparable à Lane Hudson que celui de Luke Hughes. Pourquoi? Bien, je le disais, Jackson Lacombe il a déjà joué 4 saisons universitaires. Il a été repêché en 2019. Il a 24 ans. Il reste une saison à son contrat d'entrée, tout comme Lane Hudson. Mais contrairement à Lane Hudson,
Le contrat se termine donc plus tard parce qu'il a été repêché quand même 3 ans plus tôt. Et le nouveau contrat de Jackson Lacombe va se terminer quand il va avoir 33 ans. Les Ducks viennent d'acheter 6 ans d'autonomie et pratiquement s'assurer les services de ce qui devrait être leur défenseur numéro 1 pour l'entièreté de son apogée. C'est énorme, complètement énorme. Revenons maintenant à Luke Hughes, qui est un meilleur comparable pour les Hudson. Il a 22 ans. Son contrat est de 7 ans, donc il n'est pas allé chercher le 8 ans complet, et ça va se terminer quand il va avoir 28 ans. À moins d'une catastrophe dans la carrière de Luke Hughes, il va signer un autre long et lucratif contrat à ce moment-là, alors que Lacombe, c'est le gros contrat de sa carrière qu'il vient de signer. Après ça, s'il vieillit bien, de toute façon, on attend une gars de 33 ans. À 33 ans, regarde, c'est pas encore être en forme. Blague à part, c'est probablement donc le plus gros contrat de sa carrière qu'il vient signer. Après ça, à 33 ans, dépendamment où il va être dans sa carrière, un contrat plus court, peut-être un montant d'argent moins gros en termes de pourcentage de plafond, là, parce que ça se peut qu'une fois rendu là, que le plafond est tellement monté qu'un autre 9 millions se soit rendu l'équivalent d'un 4e défenseur. Là, mais de toute façon, on verra rendu là, simplement pour dire que, règle générale, rendu tout près de la mi-trentaine à 33 ans, tu ne signes plus les plus gros contrats de ta carrière. Lane Hudson, lui, est dans une situation beaucoup plus similaire, bien que pas identique, à Luke Hughes. Même s'il devait signer le contrat maximum qu'il peut signer, 8 ans, ça c'est s'il le fait avant la fin de la convention collective, son contrat se terminerait au plus tard lorsqu'il aura 30 ans et il pourrait lui aussi probablement signer encore un autre bon contrat. 30 ans, s'il devenait agent libre et qu'il produisait encore au rythme où il le fait, il y aurait une équipe qui lancerait bien de l'argent. Alain Hudson. Ceci étant dit, même s'il sera plus près de l'âge de Lacombe, 33 ans, je vous le répète, dans le cas de Lacombe, 30 ans, encore une fois, si Lane Hudson signait un contrat de 8 ans, c'est quand même moins d'autonomie que le CH achète à Lane Hudson s'il lui donne un contrat de 8 ans. Hudson pourrait, théoriquement, s'il enlignait son contrat pour ça, si c'était ça l'objectif, devenir agent libre sans restriction à l'été 2030. Si le CH le signe donc, encore une fois, d'ici la fin de la convention collective actuelle pour 8 ans, le plus long contrat que Lane Hudson peut signer se terminerait en 2033. On peut donc acheter au maximum 3 ans d'autonomie complète à Lane Hudson versus les 6 que les Ducks viennent d'acheter à Jackson Lacombe. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec cette expression-là que j'utilise, acheter de l'autonomie complète, c'est quoi? C'est avec les joueurs là, que tu as sur leur contrat d'entrée, leur deuxième contrat, en fait, lorsque le contrat d'entrée se termine puis qu'on va signer le deuxième contrat, pour tes gros joueurs, là, ceux que tu veux garder, qui font partie de ton noyau, une des clés, justement, dans un montant à cibler entre l'équipe et les joueurs, c'est combien d'autonomie tu achètes. Donc, le moment où le joueur devient agent libre sans restriction, où il peut devenir agent libre sans restriction, c'est 7 ans ou 27 ans. 7 ans après le début de sa carrière ou 27 ans, dépendamment tu as commencé quand. Donc, pour un joueur qui commence à 18, 19 ans, il peut devenir agent libre sans restriction un peu plus tôt. Si tu commences plus tard, peu importe combien d'années tu as joué, à 27 ans, si ton contrat se termine, bien sûr, là, ton autonomie n'est pas avec restriction, elle est sans restriction. Donc, à partir de ce moment-là, si tu signes ton contrat, une année de plus, tu achètes une année d'autonomie, 2 années d'autonomie, ainsi de suite. C'est donc que tu gardes les services de ce joueur-là sans qu'il va se prévaloir de son autonomie complète, donc d'aller voir sur le marché combien il aurait pu obtenir, qui aurait surenchéri sur lui, etc. Donc, c'est ça, là, quand on parle d'acheter des années d'autonomie, juste pour ceux peut-être qui sont moins familiers avec ce jargon-là. Donc, mettons, là, on récapitule rapidement. Est-ce que le contrat de Jackson Lacombe vient instantanément dire que Lane Hudson va signer pour plus de 10 millions? Non. Est-ce qu'il signe nécessairement aussi pour plus d'argent que Luke Hughes, vu que comme recrue, il a obtenu des meilleures statistiques que Luke Hughes et gagné le titre de recrue de l'année? Personnellement, je pense qu'il le vaut. Je pense que si le Canadien signait Lane Hudson pour quelques dollars, quelques centaines de milliers de dollars de plus que Luke Hughes, ce ne serait pas un choc. Je pense qu'il le vaut. Mais non, malgré ça, ça ne veut pas dire non plus qu'il va signer pour beaucoup plus d'argent que Luke Hughes. J'écoutais Pierre Lebrun cette semaine à TSN qui disait que le Canadien a jusqu'ici fait un excellent travail avec les contrats de son jeune noyau, et il a raison. La plus grande aubaine d'entre tous, c'est Nick Suzuki à 7,875 millions.
Ceci étant dit, l'administration actuelle n'a pas de crédit pour ça. C'est Marc Bergevin qui a prolongé Suzuki, comme quoi Big Marc n'a pas juste fait du mal avant de partir. Bref, je l'expliquais dans ma vidéo du printemps dernier au sujet du possible futur contrat de Lane Hutson, l'équivalent du contrat de Suzuki. Parce que chez le Canadien, la fameuse hiérarchie, personne ne peut passer Suzuki, blablabla, l'équivalent du contrat de Suzuki pour Lane Hutson, c'est 9,932, si on veut être vraiment précis, donc 9,9 millions de dollars. Pourquoi? Vous voyez ici sur le graphique, est-ce qu'on le voit? Oui, regardez là, un peu en haut à droite, là, en haut d'RFA, vous voyez le 9,55 %. C'est quoi ça? C'est le pourcentage sous le plafond que Nick Suzuki occupait au moment de sa signature. 9,55 % de la masse en dollars de 2026-2027, première année du prochain contrat de Lane Hutson, c'est 9,932 millions de dollars. En ce qui me concerne, pour cette raison, ce que Hutson a déjà accompli, son importance au CH, ses prouesses offensives, oui, malgré sa petite taille, même s'il signait à 10 millions par saison, ce serait un bon contrat pour le Canadien. Il a déjà fait un peu plus que Suzuki avait fait à ce moment-là de sa carrière. Donc, même s'il signait pour un peu plus que Suzuki, ça ne me choquerait pas. C'est contrairement à Cole Caulfield, contrairement à Juraj Slafkovsky, contrairement à Kaden Goulet, qui, eux, n'avaient pas fait ça. Il n'y avait aucun argument pour faire plus d'argent que Nick Suzuki, ni en pourcentage de plafond, ni en valeur absolue. Alors que Lane Hutson a à tout le moins les arguments pour signer pour le même pourcentage. Et il y a même un argument en plus pour dire que dans tout l'absolu, il pourrait signer pour un peu plus avec la saison recrue qu'il vient de connaître. N'importe quoi sous 10 millions, ou plutôt sous 9,932 millions. En ce qui me concerne, ce serait une aubaine. Laissez-moi savoir si vous êtes d'accord ou non avec cette affirmation-là. J'écoutais mon ami Marco D'Amico de RG Network au podcast Star D'Amico Show, un podcast anglophone que vous pouvez entre autres écouter sur YouTube avec Sean Starr, c'est intéressant. Il le comparait avec Brock Faber. Puis oui, c'est aussi une très très bonne comparaison, Brock Faber, pour Lane Hutson. Brock Faber, d'ailleurs, si vous suivez la chaîne, vous savez, mon boy, gros fan de Brock Faber, même si il a une crampe au cerveau puis il a oublié son nom là, en plein live. Ça, c'était vraiment gênant. Mais bon. Brock Faber, comme Lane Hutson, a connu une saison recrue phénoménale, de façon différente, quand même. Faber est moins offensif que Lane Hutson, plus complet sur 200 pieds, un meilleur physique. Il a terminé deuxième au Calder l'année précédente, tout juste derrière Connor Bedard. Encore une fois, rien de gênant là. Faber a signé un contrat de 8 ans, 8,5 millions de dollars, 8,9 % du plafond salarial, lui, à ce moment-là. Encore une fois, vous le voyez juste ici, en haut là, de RFA, dans le graphique là, qui vient d'apparaître à ma droite. Je me fais souvent poser la question, là, c'est Puckpedia. Pour ceux qui se demandent, là, maintenant qu'il n'y a plus de... voyons, comment ça s'appelait? Ça, là, vous savez, le site là, qui a été acheté par les Capitals de Washington. Cap Friendly, d'où Jésus. Quand je vous disais que ton boy a des crampes au cerveau, des fois, personnellement, c'est ça que j'utilise depuis qu'il n'y a plus Cap Friendly, Puckpedia. Il y a d'autres sites. Si vous voulez laisser votre site référence, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Bref, 8,9 % du plafond salarial, c'est ce qu'occupait Brock Faber pour... en fait, ça va être là, la première année de son contrat pour cette année. Donc, l'équivalent pour Lane Hutson, même si c'est juste une année plus tard, en raison de la montée fulgurante du cap, c'est 9,256. Donc, 9,25 millions de dollars. Si c'est le montant que Kent Hughes réussit à obtenir pour Lane Hutson sur 8 ans, 9,25, ce serait une énorme victoire. Énorme victoire. Tu respectes ton échelle salariale d'équipe parce que oui, même s'il fait près de 2 millions de plus que Nick Suzuki, ça respecte la hiérarchie, comme je viens de l'expliquer, en pourcentage de plafond salarial. C'est plate pour Suzuki, c'est pas sa faute si le cap a monté. Il fera comme McKinnon, il signera un gros contrat quand celui-ci terminera. Quoique, je veux dire, j'adore Nick Suzuki, en tout respect, mais il n'est quand même pas en catégorie de McKinnon non plus. Là, mais comprenez ce que je veux dire. Le Canadien va pouvoir continuer d'améliorer l'équipe, avoir de la profondeur, et en plus, ça continue de donner le ton pour le prochain. Ivan Demidov, qui, à moins de vraiment, immédiatement, tout de suite, devenir un ailier de plus de 90 points, il devrait lui aussi signer dans les mêmes eaux, c'est-à-dire quelque part entre 9 et 9,55 % du cap. Dans son cas, pour la saison 2027-2028, ce serait aux alentours de 10,8 millions de dollars. Je le sais, là, je vous vois, là, certains d'entre vous, là, faire comme voyons, ça n'a pas de bon sens.
Mais pensez-y, alors que des équipes de la Ligue seront rendues à payer leurs super vedettes 16 millions et plus, peut-être même déjà 20 millions. Honnêtement, je vais vraiment pas être surpris si Quinn Hughes, dans 2 ans, signe pour 20 millions de dollars. Je vais pas tomber en bas de ma chaise. Pendant ce temps-là, le joueur le plus payé du Canadien risque d'être sous le 11 millions de dollars. Son centre de franchise en sera encore à 7 et des poussières. Et je crois sincèrement que le Canadien pourrait se retrouver, et attention, là, je dis bien pourrait, pas garanti, du conditionnel. Je ne veux pas vous vendre du rêve. Mais se retrouver dans la situation de l'Avalanche du Colorado lorsque l'équipe a gagné la Coupe en 2022. Tellement de bons joueurs au bon moment sur de bons contrats que tout pourrait coïncider vers au moins 2, peut-être 3 parcours éliminatoires alors qu'on a encore un solide contrôle sur notre masse salariale et le dit noyau. Et ce sera à partir de là, quand Suzuki va embarquer sur le 3e contrat, quand Slavkovski, avec là, un Demidov qui sera rendu à 10,8, probablement 2 défenseurs au-dessus de 9 millions de dollars, où le Canadien aura de grosses décisions à prendre. C'est la partie la plus difficile pour toutes les équipes qui bâtissent un noyau fort, mais toutes les équipes y arrivent à un moment ou à un autre. Malheureusement, toutes les équipes ne sont pas les Panthers de la Floride où tout le monde est comme « ouais, c'est chill ici, il n'y a pas de taxe, on prend 2-3 millions de points. » Bon, regardez justement Colorado. Si on avait à revenir en arrière, on garderait peut-être, je ne sais pas moi, Nazem Kadri. Ça aurait peut-être valu la peine. Peut-être qu'on paierait pour un gardien plutôt, au lieu de se ramasser avec une coupe d'années d'Alexander Gorgiev qui ne faisait pas le travail. Edmonton, de son côté, a très mal dépensé l'argent qu'on sauvait pendant longtemps. Parce que oui, Leon Draisaitl, avant que là, le contrat actuel embarque, à partir de là, en fait, c'était une tabarblip d'aubaine. Et on a peut-être raté notre fenêtre à cause de ça. Donc, pour emballer les choses, là, pour revenir sur le fait que peut-être que vous grincez des dents à l'idée de, ben voyons donc, que le Canadien sera dans une situation avantageuse avec Demidov à 10,8, Hudson à 9 points quelques, Dobson à 9 points quelques. Il faut, comme partisan de hockey, que vous reconfiguriez un peu, rewire, comme ils disent en anglais, vos idées préconçues sur quel type de joueur vaut combien. Et la difficulté en ce moment, pourquoi on en est là, c'est que pour la première fois de l'ère du plafond salarial, ça se fait d'un coup, au lieu de progressivement, à cause de la grosse montée qui va se faire en 3 ans, puis le fait que la Ligue l'a annoncé justement comme 3 ans d'avance, comme boum, boum, boum. Après tout, pensez-y, là. 17 millions qu'a pris ça. Je suis allé voir pour le fun. En 2005-2006, avec 17 millions, tu te payais Jaromir Jagr, qui était le joueur le mieux payé de la Ligue et le meilleur compteur de la Ligue. Joe Thornton, MVP de la Ligue, ou l'inverse, en tout cas. Thornton et Jagr ont fini 1 et 2 compteurs de la Ligue. Joe Thornton a gagné le Hart. Encore d'ailleurs le seul à ce jour à avoir gagné le Hart en jouant pour 2 équipes dans la saison. Et ben Joe Thornton a un centre. Jaromir Jagr, un ailier droit. Puis tu aurais pu mettre sur leur flanc gauche Vaclav Prospal qui avait récolté 80 points cette année-là. Imaginez, c'est ça que tu allais pour 17 millions dans ce temps-là. Là. Jagr, Thornton. Jagr était le joueur le mieux payé de la Ligue. C'est pas qu'il était une aubaine, il était le joueur le mieux payé de la Ligue. Thornton, les 2 candidats au MVP, puis un autre allié de 80 points. Aujourd'hui, avec le salaire de Jagr de l'époque, qui était 8 points quelques, tu payes même pas Darnell Nurse. N'allons pas là. As-tu peur de voir le montant pour lequel Lane Hudson va signer en raison des contrats de Luke Hughes et Jackson Lacombe, ou si tu demeures confiant que le CH va pouvoir le signer à un montant raisonnable? On s'entend. Je crois personnellement que ça va se situer entre 9 et 9,5 et je persiste et signe. À ce montant-là, ce serait, à mon humble avis, toute une aubaine. Laisse-moi savoir en commentaire, tu veux savoir quelle équipe vont le plus bénéficier de la blessure à Alexander Barkov. C'est juste ici. Et on se reparle dans du prochain épisode. Ciao!